Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Quelles sont les difficultés rencontrées par les élus locaux face à la complexité croissante de l'application des lois, voire à l'inapplication de certains textes votés par le Parlement? Élément de réponse cet après-midi avec ce forum organisé par le président de la commission d'application des lois, le sénateur socialiste de Paris, David Assouline. Bon après-midi à tous. Bien, je propose que nous commencions en sachant que les sénateurs qui ont tous été invités à ce forum, à cette séance de travail d'ailleurs, sont dans des commissions sur le fond, le mardi après-midi souvent, mais en même temps c'est le moment où on peut tous les capter, donc je pense qu'ils vont arriver au fur et à mesure parce que je sais que la question que nous allons aborder est attendue et en tous les cas intéresse tous mes collègues avec qui je peux discuter. Elle va être traitée par des éminentes personnalités et c'est ça l'essentiel. De toute façon, la publication des actes de ce forum, l'enregistrement, je vous préviens que tout est enregistré en vidéo et sera sur le site du Sénat et la publicité sera faite de tout ce qui pourrait être dit ici. En tous les cas, on a voulu... D'abord, je vais citer une des personnalités, ensuite on les présentera les unes après les autres au fur et à mesure des interventions, mais je veux remercier encore une fois le secrétaire général du gouvernement, M. Serge Lavigne, d'être parmi nous. C'est la troisième fois depuis la constitution de notre commission qu'il vient, qu'il prête attention à notre démarche qui est évolutive, puisque c'est nouveau. Ça reste encore nouveau, cette démarche de contrôle de l'application des lois. C'est quelque chose qu'il va falloir faire rentrer presque culturellement dans le travail parlementaire dans notre pays. Et on n'est que vraiment à l'aube, en tous les cas, même s'il y a eu des choses de faites depuis quelques décennies, je considère qu'on est encore à l'aube. J'ai souvent eu l'occasion de le dire, l'application des lois est beaucoup plus qu'une question de technique juridique, c'est un véritable enjeu de démocratie. Comme tel, ce thème intéresse non seulement les parlementaires et le gouvernement, mais aussi les élus locaux et d'une manière plus générale les usagers du droit, souvent désarmés face à la prolifération des textes ou des circulaires. C'est pourquoi il m'a semblé utile de réunir un panel d'experts, de praticiens, qui vont nous donner tour à tour différents points de vue sur cette question. Plutôt qu'une succession d'auditions, on aurait pu faire comme ça... et on le fait souvent. J'ai préféré la forme d'une table ronde qui permet quelque chose de plus vivant et voire d'interactif entre les problématiques soulevées et les différents intervenants. Cela va s'y poser, bien sûr, un peu de discipline dans le respect des temps de parole. Je vous en remercie par avance. Pour la fluidité de nos débats, j'ai fait distribuer un dérouleur qui doit être normalement... donné à tout le monde, organisant la table ronde en 3 séquences. La première, le point de vue des usagers de la norme, et on entendra donc sur cette partie-là, M. Didier Mathus, au nom des maires, maire de Mont-Solémine, membre du bureau de l'Association des maires de France. Ensuite, les bâtonniers, la bâtonnière, Maître Dominique Payenne de la Garandrie, ancienne bâtonnière, Bernard Vattier, qui est à ma droite, ancien bâtonnier, ordre des avocats au barreau de Paris, et puis questions et réactions des sénateurs et des autres intervenants sur cet aspect-là, c'est-à-dire le point de vue des usagers de la norme. La deuxième séquence, la problématique juridique. Monsieur Guy Carcassonne, à ma gauche, professeur de droit public à l'Université de Paris, Ouest Nanterre, La Défense, Madame Céline Kaufmann, voilà, madame, qui est économiste à l'Organisation de coopération et de développement économique, à l'OCDE, et pareil, questions, réponses, interactivité entre les sénateurs présents et les participants à la table. Et la dernière séquence, la réaction des producteurs de normes. Et là, M. Didier Lallemand,
préfet, on voulait un préfet, et on a l'honneur d'avoir en même temps le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Monsieur Serge Lavigne, secrétaire général du gouvernement, donc a été au sommet, on va dire, de ce que l'on pouvait avoir pour animer ce moment sur la réaction des producteurs de normes. Et puis ensuite une discussion générale, limitée, mais une discussion générale sur l'ensemble de ce qui aura pu émerger, des propos savants et intéressants que nous allons avoir dès maintenant. Donc je passe tout de suite la parole pour la première séquence, le point de vue des usagers de la norme, à Monsieur Didier Mathus. Merci, Monsieur le Président. Peut-être, je vais jouer l'animateur, mais les propos ont été préparés peut-être avant, mais il y a deux questions que j'aimerais voir traitées. Les maires sont submergés de textes et sont ainsi les premières victimes de l'inflation normative, même s'ils ne sont pas que des victimes, bien sûr, notamment ceux des petites communes, les moins bien armées pour y faire face. L'AMF a-t-elle adopté une position officielle ou des préconisations sur cette question? Et puis, vous êtes député-maire. Vous avez été député-maire jusqu'en 2012. Vous avez évolué donc aux deux extrémités de la chaîne de production normative, chargé d'écrire la loi au Parlement et chargé de l'appliquer dans votre commune. Quels enseignements tirez-vous de ce dédoublement de personnalité législative? Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais être bref, 10 minutes. Vous l'avez souligné, effectivement, j'ai dans mon existence eu l'occasion donc de voir comment on écrivait la loi et de l'autre côté comment elle était appliquée et comment on la ressentait dans les communes. Aujourd'hui, je m'exprime au nom de l'AMF, donc qui depuis plusieurs années a sonné l'alerte d'une certaine façon sur l'inflation normative et cette marée montante de textes législatifs réglementaires, on ne sait plus toujours d'ailleurs, qui ont pris une importance et financière et concrète dans l'organisation des services, parfois, sinon démesurée, en tout cas extrêmement préoccupante. C'est vrai que ce qu'on peut vivre dans les communes, dans les collectivités d'une façon générale, est parfois assez surprenant. Alors j'aurais bien sûr, comme tous les maires de France, 1000 anecdotes à raconter sur les excès de certaines dérives normatives et sur cette jungle aujourd'hui qui fait que d'ailleurs on ne sait plus très bien qui produit les normes. Alors, je suis très heureux de savoir qu'on est à côté des plus grands producteurs de normes, en tout cas les plus experts ici, ça va être intéressant. Parce que ce que j'observe, c'est que, ayant été député, je vois bien que beaucoup de ces normes sont de nature plutôt réglementaire et que leur base législative paraît assez ténue. On nous explique toujours que c'est au nom de la loi qu'on décline un certain nombre de textes d'application, mais quand on creuse un peu, on s'aperçoit que, encore une fois, la base législative est assez fragile. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a des lois dont l'impact financier n'est pas manifestement calibré au moment où on les vote, où on les écrit et on les vote. Alors, tout le monde a en tête la loi de 2005, généreuse et légitime dans son principe sur les handicapés, mais concrètement quasi indéclinable dans la réalité des choses pour 2015, puisque c'est l'échéance qui était fixée. Parce que n'importe quelle commune qui se trouve confrontée à des équipements qui vont nécessiter des millions d'euros parfois, j'ai une petite ville, 20 000 habitants, c'est 2,5 millions d'euros. 2,5 millions d'euros, c'est compliqué de les trouver, quoi. Donc, il y a des lois qui manifestement ne sont pas justement calibrées au moment de leur adoption. Il y a beaucoup de lois qui sont trop imprécises et qui souvent empiètent sur le domaine réglementaire. Et on pourrait d'ailleurs s'interroger, je suppose que tous les parlementaires le font, sur la manière que nous avons d'écrire la loi, qui est parfois, j'ai le sentiment qu'on ne s'est pas amélioré dans ce domaine et que, au fil des décennies, la qualité d'écriture de la loi s'est plutôt dégradée et que ce qui devrait rester du domaine de la loi, c'est-à-dire l'énoncé d'un certain nombre de grands principes, a souvent été un peu perverti dans des déclinaisons beaucoup trop précises qui rendent ensuite leur application d'ailleurs extrêmement délicate. Alors on a tous en tête des tas d'exemples. Moi, je suis amené à m'interroger sur l'évolution de ces normes pour savoir au fond, est-ce qu'elles ont servi le bien public?
et j'en suis pas convaincu. Je pense qu'il y a eu, au fond, deux malheurs dans ce pays. C'est Furiani. La première fois, un préfet a été traduit devant des instances judiciaires, qui fait qu'immédiatement après, une sorte de culture nouvelle s'est emparée. Je sens que Didier Lallemand ne va pas être de mon avis, mais culture nouvelle s'est emparée du corps préfectoral, consistant à ouvrir les parapluies à la moindre alerte. Et de chaîne en chaîne, du haut de l'échelle jusqu'en bas, il y a eu une sorte de réflexe qui s'est instauré, consistant à se couvrir mécaniquement. Deuxième autre principe qui a quand même eu des répercussions qui ne sont pas toutes positives, c'est le principe de précaution, puisqu'on est le seul pays à avoir inscrit ce principe de précaution au fronton de notre Constitution. Alors je lisais ce matin dans la presse que la publication des patrimoines des ministres, c'était forcément bien puisque tous les autres le faisaient. Alors on pourrait s'interroger, est-ce que quand on est les seuls à faire quelque chose, est-ce que c'est forcément bien aussi puisque le principe de précaution, à ma connaissance, on va être le seul pays au monde à avoir inscrit ça dans notre Constitution. Avec des déclinaisons qui, évidemment, à partir de l'énoncé d'un principe, encore une fois, sûrement généreux, mais qui peut prêter à 1000 interprétations différentes. Et donc on est envahi par cette inflation normative qui rendent encore une fois les choses très difficiles. Et je disais, on peut s'interroger sur l'utilité en termes d'intérêt général de certaines de ces normes. Je prends un tout petit exemple, mais moi qui m'a beaucoup frappé. J'ai été député pendant 25 ans. J'avais donc une circonscription avec 70 communes, dont beaucoup de petites communes rurales. Au début où j'ai été député, quand je visitais les communes, par exemple, il y avait des cantines scolaires, avec des dames qui faisaient la cantine, et qui prenaient soin de leurs enfants. Ils n'étaient pas très nombreux en général, hein. Ils étaient une douzaine à manger à la petite cantine. Elles savaient ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas, elles prenaient soin d'eux. Et puis, petit à petit, la direction des services vétérinaires s'est occupée de ce dossier. Et donc, on a petit à petit, en gros, interdit à toutes ces communes de continuer de la sorte, au nom, bien sûr, de l'hygiène alimentaire, de la sécurité alimentaire. Je me souviens d'une chose qui m'avait frappé, c'était une petite cantine qu'on a fait fermer parce que le placard à balai était à moins de, je ne sais plus combien, 3 mètres ou 4 mètres des cuisinières. Donc, moi j'ai vu au fil des années l'action publique, à travers celle de la DSV du département, qui peu à peu a fait fermer toutes ces petites cantines scolaires qui étaient au fond des exemples avant l'heure des circuits courts, qu'on met en gloire maintenant, et qui ont livré l'alimentation de tous ces enfants aux industriels de l'agroalimentaire, puisqu'ils sont tous passés en liaison froide à Sodexo, je ne sais quoi. Donc on peut se demander dans ce cas-là si l'édiction de normes et l'action publique de l'État, à travers un de ses services, a été un bien pour ces enfants et pour les communes. Puisqu'il y avait aussi un réseau économique qui vivait autour de tout ça, qui a disparu, bien sûr. Donc ça, c'est qu'un exemple, mais il est assez frappant. Le deuxième exemple que je vais prendre, il est tout récent, parce que je suis presque traumatisé par ça. C'est, je construis chez moi une passerelle handicapée pour accéder à l'église. Alors, dans un premier temps, on m'a expliqué qu'on ne pouvait pas faire une entrée sur le petit côté qui était plus facile à faire, qui ne prenait pas beaucoup de place, parce que c'était de la discrimination. Bon, très bien, d'accord, j'en prends acte. Et donc, il fallait faire une passerelle qui aboutisse à la grande entrée de l'église, qui a un dénivelé beaucoup plus important. Et puis, on m'a expliqué aussi qu'il fallait que 2 fauteuils puissent se croiser, au cas où, ce qui me paraît assez peu probable, compte tenu de la fréquentation de l'église, mais enfin, bon. Et donc, je me retrouve avec le pont de Tancarville, à peu près, pour accéder à l'église, maintenant. Donc ça... Et on me dit, ah mais non, mais les services me disent, non, on ne peut pas faire autrement, c'est les normes, on est obligé, sinon on va se faire disputer par le préfet, etc. Donc je trouve qu'on arrive à des situations vraiment très paradoxales, mais vous verrez tout ça dans le rapport Boulard-Lambert, qui est très instructif, bien fait, plutôt agréable à lire d'ailleurs, avec des petites histoires et des illustrations, et qui reflète, je crois, l'état d'esprit des maires regroupés à l'AMF. C'est un sujet que nous évoquons régulièrement. Vous savez qu'on a saisi encore une fois le pouvoir exécutif de cette affaire, qu'un certain nombre de décisions ont été prises
avec l'idée du choc de simplification et de toute une série de mesures qui devraient être déclinées dans les mois qui viennent. Mais je crois qu'on a tendance à ne pas mesurer à quel point la société française aujourd'hui, à travers ses collectivités essentiellement, est en partie étouffée par ces contraintes qui s'accumulent au fil du temps et qui deviennent quasi ingérables pour un bon nombre de communes. Ingérables d'abord techniquement. C'est vrai, en particulier des petites communes, mais pas seulement. Pour les communes importantes, c'est aussi un problème. Et ingérable financièrement, parce qu'on a tellement multiplié les coûts liés à ces contraintes qu'on a des difficultés budgétaires, surtout dans le contexte nouveau que nous connaissons de décrue des finances locales. Donc je crois que c'est un grand sujet. L'AMF en a fait effectivement un des points importants de son débat permanent avec l'exécutif, parce que les enjeux qui sont derrière, évidemment, on les voit très bien. Je vois que j'arrive au bout de mes 10 minutes, donc je m'en tiens là. Merci. Merci Didier Mathius. Bien, le temps est respecté. En tous les cas, vous exprimez quelque chose qu'on entend tellement souvent que même par des exemples, c'est un propos qui a valeur aussi générale et qu'il faut entendre. Concrètement, dans la pratique de votre profession, madame et monsieur, vous avez déjà eu à traiter des affaires où le contentieux était directement lié à l'inapplicabilité d'une loi ou d'un décret. Dans l'ensemble, votre pratique vous confronte-t-elle souvent à des problèmes de discordance entre la volonté du législateur, telle qu'elle est exprimée dans la loi, et la mise en œuvre qui en est faite par les règlements et les circulaires d'application? Donc, vous allez nous répondre aussi à ça et aussi ce que vous voulez ajouter, madame. Permettez-moi de répondre d'une façon un petit peu différente, dans la mesure où il est clair qu'il y a certains textes qui sont rédigés peut-être hâtivement et qui peuvent poser problème. Je pense là très précisément à la loi de finances qui modifie chaque année les cotisations de sécurité sociale en fonction des indemnités qui sont versées dans les ruptures des contrats. Il a fallu toutes les fois une circulaire. Les circulaires ne reprennent pas d'une année sur l'autre les mêmes dispositions et par conséquent, lorsque nous sommes consultés au niveau des praticiens, nous avons déjà beaucoup de mal à expliquer ce qu'il faut faire pour être sûr de ne pas se tromper. Quant aux juridictions, il y a là un questionnement qui nous permet de constater actuellement qu'il n'y a évidemment aucune cohérence dans les réponses. Alors là, c'est la technique législative peut-être qui est en cause, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que certains textes qui sont visés nous posent problème parce qu'ils ne correspondent pas à ce qui doit être, ce qui veut être dit. Et sur des textes comme cela, vraiment, je vous ai apporté, Monsieur le Président, les tableaux que nous sommes obligés de faire pour comprendre ce qui se passe depuis 2011 dans cette matière-là. Je vais transmettre à la Commission des finances. Vous verrez, et je vous ai joint la dernière circulaire, vous verrez à quoi nous sommes confrontés. Alors, de façon plus complète, j'exprimerai les difficultés que nous avons dans la relation entre la loi telle qu'elle est rédigée par le législateur et livrée par lui et l'application qui en est faite par les juridictions. Chaque position est évidemment respectable, sauf que nous avons des textes qui sont apparemment clairs et qui font l'objet d'une jurisprudence qui, je dois le dire, peut tout de même mettre en cause la sécurité juridique. Je donnerai 3 exemples. Le premier exemple concerne la nullité des procédures de licenciement économique. Je le dis comme ça, alors que votre texte est particulièrement clair. Il a été fait à plusieurs reprises. La première mouture était la nullité des plans sociaux s'ils n'étaient pas convenablement présentés. Il avait été dit, je fais un point d'histoire, il avait été repoussé un amendement du Parti communiste qui voulait étendre cette nullité à des nullités des licenciements. Nonobstant la proposition communiste et ce rejet, la jurisprudence
a, avec l'arrêt Samaritaine, qui n'est pas tout neuf, mais qui n'a jamais été démenti, considéré qu'il y avait pour conséquence, et parce que c'était subséquent, c'est la théorie juridique, la nullité des licenciements. Ce qui m'a beaucoup préoccupé à l'époque, c'est que l'intention du législateur avait été très clairement discutée au Parlement et que nous avons plaidé sur l'intention du législateur sans être plus entendus. Vous avez donc rédigé un nouveau texte qui est on ne peut plus clair, qui vise le plan de reclassement des salariés. Si celui-là n'est pas fait à l'occasion du PSE, eh bien s'il n'y a pas le plan de reclassement des salariés, alors là, le plan est nul et il n'y aura pas de licenciement tant que ça ne sera pas fait. C'est clair. C'est la nouvelle loi, ça. C'est la nouvelle loi. Elle est parfaitement claire. Le Sénat demain. Elle est parfaitement claire. Il n'empêche que la jurisprudence sur la nullité des licenciements persiste, et par une autre entrée cette fois-ci, ce ne sont pas les mesures de protection des salariés dans les reclassements qui sont mises en étude, mais le motif économique. Donc on contourne votre texte pour aboutir à des licenciements. Encore une fois, toutes les positions sont respectables. Ce qui me préoccupe, c'est que l'intention du législateur n'est pas recherchée. Et il ne me semble pas que sur des textes qui sont aussi précis et qui ont été réécrits à plusieurs reprises, il y ait la possibilité de ce genre d'interprétation. Deuxième exemple, les délais. Vous avez pris des dispositions aussi pour indiquer que s'il y avait lieu de se plaindre d'un licenciement économique et de saisir la justice, il y avait un délai de 12 mois lorsqu'était en cause la régularité et la validité du licenciement. Il me semblait que c'était parfaitement clair aussi. La jurisprudence considère que s'il n'y a pas de motif économique, c'est-à-dire le licenciement n'est pas valable, c'est qu'il n'y a pas de cause réelle et sérieuse de licenciement, on bascule sur autre chose, et puisqu'il n'y a pas de cause réelle et sérieuse de licenciement, il n'y a pas lieu à respecter le délai de 12 mois. Troisième exemple, les reclassements des salariés inaptes. Vous avez mis en place une législation qui est contraignante, mais parfaitement justifiée, il faut bien le reconnaître, de salariés inaptes. Je ne parle pas là des accidents du travail et des maladies professionnelles. On peut penser à des salariés qui sont atteints d'un cancer ou d'une hémiplégie. Ils sont reçus par le médecin du travail, bien entendu, qui les déclare inaptes. L'employeur n'a pas la possibilité d'en tirer tout de suite les conséquences. Il faut qu'il reclasse le salarié, qui par nature est inapte. Donc il y a une demande écrite à l'inspecteur du travail qui confirme l'inaptitude. Eh bien, la jurisprudence considère qu'il y a lieu de condamner à des dommages et intérêts parce qu'il n'y a pas eu de proposition dans l'ensemble des sociétés du groupe de reclassement du salarié. Donc, nous sommes là devant des situations qui sont extrêmement préoccupantes, car c'est évidemment infaisable pour l'employeur. Et on voit bien, encore une fois, ça peut paraître extrêmement légitime, que le but est d'indemniser mieux ces salariés qui vont évidemment tout perdre. Et la loi a déjà prévu de doubler les indemnités de licenciement. Si ça n'est pas suffisant, peut-être faudrait-il que le législateur s'en empare pour fixer un montant qui puisse être prévu, provisionné et compris, mais qu'on ne demande pas l'absurde à un employeur, c'est-à-dire de reclasser quelqu'un qui est totalement inapte à tout travail. Nous sommes donc là, je n'ai pris que 3 exemples, parce que le temps est compté. Je pourrais les multiplier et je ne voudrais pas qu'il puisse être pensé que je mets là en cause le travail des juges, mais en revanche, c'est l'inadéquation qui me préoccupe. Est-ce que je peux vous poser une question pour préciser votre propos? À part le dernier cas où c'est la loi qui demande l'impossible, les autres fois, vous dites la loi est claire, mais la jurisprudence, ça veut dire des jugements rendus. C'est ça. C'est ça. Alors, je m'attendais à cette question pour vous dire qu'il y a quand même un dialogue, me semble-t-il, entre le législateur et le juge.
Par exemple, il y avait un texte qui prévoyait des modalités de consultation dans le cadre de modifications substantielles du contrat de travail, c'était vos termes, substantielles du contrat de travail, et une procédure qui s'apparentait à un peu la lourdeur des licenciements économiques. La jurisprudence a considéré que substantiel, ça avait une signification trop lourde et trop contraignante et restrictive, et a donc ouvert à une modification essentielle. Eh bien, la jurisprudence a été entendue, vous avez modifié le texte. Et vous avez repris la notion d'essentiel. Donc ma question est la suivante, à partir du moment où il y a une règle qui semble claire et qui assure une sécurité juridique, que peut-on faire pour éviter qu'il y ait une interprétation qui devient la création d'une règle de droit? La Cour de cassation, il y a quelques années, a longuement travaillé sur ces questions en considérant qu'il y avait, du fait de certaines jurisprudences, la création d'une règle de droit qui, par nature, devient alors rétroactive, ce qui est évidemment contraire à notre fondement législatif. Et je terminerai en disant que lorsque l'on voit ce mouvement de jurisprudence qui crée du droit et qui s'impose aux parties, et qui a des conséquences graves, quand on s'intéresse à ce mouvement-là, ne sommes-nous pas en train de changer de système? Monsieur Mathus disait il y a un instant qu'il fallait des lois claires, précises, et que ce soit des principes. Nous nous rendons compte, vous l'avez compris, je ne parle que de la matière sociale que je crois connaître un peu, nous sommes là confrontés désormais à un système de création de droit par le juge qui s'impose aux parties. Et c'est peut-être un système inspiré du système anglo-saxon, mais ça n'est pas notre Constitution. Merci Madame. Monsieur le bâtonnier. Monsieur le Président, je me garderai bien de contredire ce qu'a excellemment dit Madame Le Bâtonnier sur la problématique qui est posée. En fait, les avocats ne sont pas les usagers de la justice, les avocats sont plutôt les ferronniers. Ce sont eux qui appliquent l'outil législatif. Et ils ont effectivement aujourd'hui l'impression que l'on change de système. On a développé une réglementation qui est une réglementation quasiment du comportement, qui s'impose à tous égards. C'est-à-dire que la place du libre arbitre du citoyen est de plus en plus réduite, à raison des contraintes qui sont imposées dans la réglementation en général, pas la loi, mais je parle de la réglementation en général. Et cette réglementation, parce que c'est une réglementation, est exclusive du bon sens, parce qu'on peut arriver à des situations qui sont absurdes. Et néanmoins, cette réglementation va trouver à s'imposer parce qu'il y a un aspect, une dominante qui émerge aujourd'hui, c'est l'aspiration du droit pénal. L'aspiration du droit pénal avec la possibilité, dans l'hypothèse d'un accident, de renvoyer en correctionnel celui qui n'a pas respecté la prescription, quand bien même tout à fait modeste et mineure, mais il n'en demeure pas moins que c'est une prescription, et le défaut de respect de cette prescription peut constituer effectivement une infraction pénale. On a par conséquent une dynamique qui est assez préoccupante en ce sens que le droit pénal n'est plus nécessairement le droit des valeurs, ça devient une sanction à la non-application d'un texte, et cela favorise plus encore la réglementation. Parce qu'en définitive, celui qui devait prendre la réglementation ne l'a pas prise se trouva responsable, et celui qui devait l'appliquer se trouva également responsable. On est dans une logique qui est une logique inflationniste qui est effectivement préoccupante. Le deuxième point qui me semble devoir être souligné, c'est le fait que aujourd'hui le juge n'est plus la bouche de la loi. Contrairement à ce que disait Montesquieu, le juge devient lui-même législateur. Et j'avais été frappé par un arrêt qui avait été rendu en 2004 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation
dans les circonstances suivantes. Il s'agissait de la question de détermination du prix du loyer des grandes surfaces, des hypermarchés, et la jurisprudence avait modifié, la Cour de cassation avait modifié la jurisprudence. Il en résultait un impact tout à fait appréciable dans l'économie générale des grandes surfaces, et le législateur est intervenu pour revenir sur ce qui était l'application du texte précédent, et tel que l'avait fait la jurisprudence avant le revirement. Et le législateur avait pris soin de préciser que cette loi s'appliquait aux instances en cours, pour bien montrer que c'était l'intention du législateur d'origine. Et la Cour de cassation a rendu une décision en assemblée plénière, qui révèle ici la suprématie du juge judiciaire sur le législateur, puisque sur le fondement de l'article 55 de la Constitution, elle a fait prévaloir les règles de sécurité juridique imposées par la Cour de Strasbourg pour indiquer qu'une loi ne pouvait pas être expressément rétroactive, c'est-à-dire que l'on se retrouve dans une configuration tout à fait étonnante d'une jurisprudence, c'est-à-dire d'une norme qui va avoir une valeur rétroactive, qui est celle du juge, avec une puissance tout à fait remarquable, et une norme du législateur issue de la volonté populaire qui, elle, peut se trouver en capitis diminutio. Cette situation est étonnante. Elle est étonnante et elle a pour conséquence, pour le praticien, elle a pour conséquence de créer des phénomènes d'atteinte à la compétitivité et créer des phénomènes de rigidité du corps social. On a eu aujourd'hui beaucoup de difficultés à anticiper sur l'application d'une loi, à raison précisément de l'incertitude dans laquelle nous serons de la jurisprudence à venir. Et compte tenu de la rétroactivité de la jurisprudence, le risque est considérable. On a par conséquent ici un élément qui doit nous faire réfléchir sur le fait que l'application de la loi, si la loi était appliquée sans qu'il y ait d'éléments d'imprévisibilité, il n'y aurait pas de difficulté. Le problème qu'il y a, c'est que la loi n'est pas nécessairement appliquée avec cet élément de lisibilité et de sécurité. Et je voudrais ici dire que le juge n'est pas le seul coupable. Il faut dire aussi que le Parlement lui offre l'opportunité. Il offre l'opportunité, pourquoi? Parce que bien souvent des textes ne sont pas suffisamment clairs. Des textes, par l'effet d'une discussion parlementaire, par l'effet d'un cavalier qui est posé, le texte qui avait une configuration applicable au début devient une source de conflit, parce qu'il n'y a pas eu cette étude d'impact au moment de la mise en place de l'adoption de ce cavalier, qui pouvait tout à fait être justifié. Alors on se retrouve à ce moment-là dans une situation c'est le juge qui va départager. Et donc on revient, là encore, sur le pouvoir du juge. Et je voulais dire un dernier point à ce sujet. On a un élément de correction. On a un élément de correction qui apparaît aujourd'hui, qui est la QPC. Parce que la loi a, je pense par exemple à la loi pénale. La loi pénale a offert aux juges des sentiers immenses. On pense par exemple au délit de harcèlement sexuel. Il a été aujourd'hui ramené dans une expression qui respectait le principe de spécialité. Mais je pense à un autre délit qui concerne plus spécialement les hommes politiques, le délit d'ingérence. Quand on pense au concept d'intérêt, la Cour de cassation va jusqu'à dire l'intérêt affectif. Mais l'intérêt affectif peut aller non seulement de la femme légitime, mais à l'ancienne maîtresse, ou encore au cousin, ou au petit cousin qu'on ignorait. C'est-à-dire que les concepts qui sont utilisés sont des concepts que le législateur prend à termes généraux, sans respecter la destination de la loi. Alors ma conclusion, elle est qu'au fond, quand on réfléchit sur l'application de la loi, on s'interroge sur le point de savoir si le législateur qui a fait la loi, est-ce qu'en définitive, cette loi est applicable? Est-ce qu'il ne dépend pas du décret pour que la loi puisse effectivement recevoir son efficacité? Et certains auteurs avaient indiqué qu'on pouvait imaginer que l'absence de décret était une volonté de réduire le rôle du Parlement.
Je ne pense pas que le problème soit posé aujourd'hui de cette façon. Je pense qu'en fait, le problème est que la loi aujourd'hui, elle est confrontée à d'autres sources normatives. Je n'évoque ici que la source normative du juge français, mais également le droit européen et la jurisprudence communautaire, c'est-à-dire que la part de la loi est de plus en plus faible et surtout la loi est arbitrée par d'autres qui, eux, vont donner la véritable application qui ne sera pas celle qu'aura voulu le législateur. Voilà pourquoi, en tant qu'avocat, je pense que nous entrons dans une société qui mériterait de réfléchir sur ces concepts, c'est-à-dire qu'il faut que la loi redevienne la loi, qu'on en revienne au principe du décalogue et que, en définitive, le bon sens puisse prévaloir, la sécurité juridique, la compétitivité, puisqu'on en parle aujourd'hui, ça fait partie des principes de lisibilité et de sécurité affirmés par la Convention européenne des droits de l'homme. Merci, Monsieur le bâtonnier. Donc, on va passer justement à la discussion plus précise là-dessus, mais dans la prochaine séquence plus généralisée de propos. Je veux juste relever que nous sommes dans un discours apparemment uniforme, c'est-à-dire d'un côté les maires qui disent c'est le préfet qui fait finalement la loi, et puis les avocats qui nous disent c'est le juge qui fait la loi. Et en même temps, dans les solutions, il y a des solutions qui apparaissent contradictoires, où on émet les grands principes, on s'en tient là. C'est ce que disait Didier Mathius. Et à ce moment-là, la précision va être donnée à d'autres, et on dira c'est les autres qui font la loi. Ou on est trop précis, et on nous dira qu'en rentrant dans ces précisions, on complexifie et on pousse par presque effet de domino ceux qui font les décrets et les circulaires à être encore plus précis et à rajouter de la norme. Bien, donc j'ai essayé de comprendre ce qui se dégage déjà et dans un propos qui apparaît simple, bon sens, vous avez dit, il y a beaucoup plus de complexité et de choses à trancher. En tous les cas, merci pour vos interventions. Est-ce qu'il y a sur cette séquence, Monsieur Hyest? Oui, Monsieur le Président, moi je voudrais quand même rappeler qu'il y a quand même normalement on a une constitution avec des normes juridiques, il y a un article 34, il y a du domaine de la loi, il y a du domaine du règlement, on ne le respecte plus depuis très longtemps. Les professeurs de droit, je ne sais plus s'ils enseignent encore la différence parce que ça ne sert à rien. Hein, on fait n'importe quoi, on fait des lois qui sont des circulaires, et puis on se débrouille comme on veut. Je crois que... Alors, moi, ce qui me préoccupe, c'est moi aussi, je suis maire, donc je suis aussi en plus maire d'un village, je vois bien les difficultés pour appliquer, par exemple, la loi sur l'accessibilité des handicapés. Dans d'autres pays, on applique vraiment des règles en matière d'accessibilité. Il y a des pays qui sont très en avance par rapport à nous. Ils ont beaucoup moins de lois. C'est bizarre. Hein, parce qu'ils font du bon sens. Et puis, les commissions d'accessibilité des préfectures ne sont pas aussi rigides, parfois, mais parce qu'il y a des textes. Alors nous, on fait des textes, on fabrique des textes, et puis on en rajoute. Alors chacun en rajoute un petit peu. Je ne parle pas des normes incendies, je connais ça par cœur depuis, j'ai pratiqué même dans ma profession. Donc, mais c'est pas du tout pareil que ce qu'on dit. C'est deux questions différentes. Ce que dit le maire, enfin le représentant des maires, les usagers, et ce que disent les praticiens du droit. Alors là, bon, on connaît la propension d'une chambre de la Cour de cassation à faire sa propre loi. Enfin, je peux le dire, moi. Moi, plus, j'irai jamais devant cette chambre, alors donc je peux être tranquille. Mais le plus intéressant, c'est ce qu'a dit le bâtonnier Vattier, à mon avis, c'est les télescopages des différentes juridictions. La Cour de cassation s'appuyant sur la jurisprudence parfois de Luxembourg, mais aussi de Strasbourg. Comme il fait le contrôle de conventionnalité, il s'arrange aujourd'hui très bien. Et c'est vrai qu'on a un vrai problème. Bravo pour les avocats, c'est formidable, franchement. C'est des sources de contentieux extraordinaires. Mais moi, par contre, je dirais toujours que depuis toujours, il y a quand même eu, à partir de lois, des constructions jurisprudentielles. Et ce n'est pas normal.
Parce que veuillez m'excuser, même si petit à petit on se détourne de ça, toute la responsabilité civile a été construite d'une manière jurisprudentielle. Faut-il s'en plaindre ou faut-il s'en féliciter? Moi, je m'en féliciterais plutôt. Et petit à petit, d'ailleurs, le législateur commence à attaquer ce bloc et vouloir faire des lois sur tout. Regardez comment on a traité déjà le 1386, je crois, c'est du Code civil. On en a rajouté plein. Avant, c'était lisible, il y avait une jurisprudence. Quand la jurisprudence est claire, ce qui est gênant, c'est que quand le législateur dit « votre jurisprudence ne me plaît pas en tant que législateur » et que je vais affirmer un certain nombre de choses, que malgré ça, le juge continue à interpréter par des voies détournées. Ça, c'est ce qui me choque. Mais quand même, heureusement qu'il y a quand même de grands blocs qui sont du droit jurisprudentiel, à condition qu'ils soient stables. Il peut évoluer, mais à condition qu'ils soient stables. Donc je serai plus nuancé, parce que quand même, la jurisprudence, c'est aussi une source du droit. Veuillez m'excuser, ça a toujours été une source du droit. Le tout, c'est une question d'équilibre. Mais vous voyez encore que ce qui apparaît simple et le bon sens, vous avez commencé comme ça en disant il y a la Constitution, donc en gros tout est clair, et puis ensuite l'exemple que vous donnez sur le Luxembourg, etc., c'est que dans la Constitution les traités sont supérieurs à la loi, donc on peut, c'est ce qui est dit. Bah oui, c'est non, mais je ne critique rien, je relève que dans cette complexité, il y a des sujets que nous devons traiter, mais ce n'est pas seulement en louvoyant qu'on s'en sort. Monsieur Richard. Oui, Monsieur le Président, je crois qu'on a deux approches qui se complètent sans doute, qui ne sont pas tout à fait convergentes. S'agissant du rôle de la jurisprudence, je veux dire que j'éprouve une petite gêne à ce qu'il n'y ait personne ici qui puisse commenter en minimum de solidarité avec la Cour de cassation. Si ce qui avait été mis en cause, de façon assez critique, avait émané du Conseil d'État, j'imagine qu'il y a au moins une personne dans la salle qui aurait pu argumenter un peu. Dans le cas où nous sommes, il n'y a pas de place pour le droit de réponse. Ça me gêne. Ensuite, il faut qu'on s'habitue, depuis une petite soixantaine d'années, à ce que le Parlement soit dans l'état de droit et pas au-dessus. Il y a une Constitution, il y a un contrôle de constitutionnalité. La France a souscrit des engagements internationaux, est entrée dans l'Union européenne. Il est donc normal que des normes supérieures s'imposent à la loi. On ne va pas découvrir ça. Donc, moi, je ne me hasarde pas à commenter les critiques qui ont été faites contre la Cour de cassation. En revanche, sur la question de la prolifération normative qu'évoquait Didier de Mathusse, moi je pars d'un constat assez simple. En général, quand une norme devient impérative, c'est quelqu'un l'a voulu. Et ce quelqu'un peut être une institution publique, ça peut aussi être un groupe d'intérêts privés, de deux natures différentes, soit des intérêts purement économiques, soit des intérêts d'affirmation d'opinion, on va dire les choses gentiment. Et nous observons de plus en plus, ça, il n'y a aucun doute que c'est en croissance, le fait d'obtenir une norme dont on a la paternité, dont on a la récompense sous toutes les formes, devient un enjeu de combat. Et il y a un vrai sujet de la capacité du législateur à réagir à ces attitudes de combat. Parce que malheureusement, plus d'un législateur se fait l'auxiliaire de ses concurrents de normes nouvelles. Donc ça, je pense, c'est un sujet sur lequel il faut qu'on approfondisse un peu. Aucun de ces textes absurdes n'est arrivé par l'opération du Saint-Esprit. Elle a toujours été voulue par quelqu'un. Je pense, ça a été dit par un des intervenants, que l'invasion du pénal a considérablement aggravé les choses, ou a dans
ma vie professionnelle et publique, j'ai vu la différence, par exemple dans les cabinets, entre avant et après l'affaire du sang. Parce que les membres du gouvernement concernés par l'affaire du sang ont été formellement déclarés, en tout cas pour un d'entre eux, coupables, sans être sanctionnés. Les membres de cabinet et les directeurs de service sont allés en correctionnel et ont eu de la prison avec sursis. Donc ça a fait une différence. Et là encore, quelqu'un y gagne. Le fait d'emmener un concurrent ou un adversaire au pénal est en soi une victoire narcissique. Et c'est évidemment un sujet médiatique qui rebondit à loisir. Mais là encore, il y a des gens qui ont intérêt à ça et des gens qui ont intérêt à les aider. Et la partie n'est pas égale. Puis enfin, il faut bien que nous fassions un peu notre examen de réalité. Nous vivons depuis 60 ans avec le principe la santé, ça n'a pas de prix. On a vu ce que ça donnait. Maintenant, on vit avec le principe la sécurité, ça n'a pas de prix, et l'environnement, ça n'a pas de prix. Ceci déclenche des situations de contre-priorité, de dépassement des limites que plus personne n'arrive à gérer. Et évidemment, les deux choses, c'est-à-dire la recherche de reconnaissance ou de satisfaction économique, et ces principes qui deviennent ingérables dans la vie publique, ont un petit rapport entre eux. Oui, Monsieur Nègre. Alors, Monsieur le Président. Je vais juste pour qu'il n'y ait aucune frustration qui puisse s'installer. Vous avez remarqué qu'il y a un temps de débat après chaque séquence. Bon, donc vous parlez. Si d'autres veulent parler, je dis c'est fini pour cette séquence. Ils seront sur la deuxième, voire la troisième. Il y a encore du temps devant nous. À vous. Bien, Monsieur le Président, n'étant pas juriste, c'est parfait. Je vais pouvoir poser donc des questions toutes simples. Existons-nous encore? Vous qui avez été à l'initiative de cette commission pour donner aux législateurs une position plus forte par rapport à l'exécutif et notamment en suivant l'application des lois, on est en train de se rendre compte que finalement le législateur est pris aujourd'hui entre le marteau et l'enclume. Entre, d'une part, un pouvoir exécutif qui a rogné sous la Ve République les pouvoirs qu'on pouvait avoir sous la 4e, on sait pourquoi, on en a vu les conséquences positives, mais peut-être aussi il y en a quelques-unes de négatives, et maintenant on découvre que l'autorité judiciaire, en fait, concrètement, est un vrai pouvoir judiciaire. Ce n'est pas inscrit comme ça dans la Constitution, à ma connaissance, mais on découvre, en entendant les spécialistes du droit, si tant est qu'on ne le sache pas, qu'il y a effectivement une création. Alors, vous avez raison, chers collègues, ne nous élevons pas systématiquement contre toute jurisprudence, le droit administratif qui est quelque chose de particulièrement passionnant et intéressant en France, et de création jurisprudentielle essentiellement. Donc ce n'est pas contre la jurisprudence qu'il faut s'élever. Ce n'est pas ça. Parce que la question 1, c'est existons-nous encore? Deuxième question qui va avec, c'est dans quelle démocratie sommes-nous? Pour moi, la question, elle est là maintenant. Elle est que les gens qui sont élus, vous êtes élus, je suis élu, j'ai des comptes à rendre. Nous avons des comptes à rendre. Et la démocratie, Montesquieu a dit, c'est des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Les politiques ont quelques pouvoirs et beaucoup de contre-pouvoirs, on s'en aperçoit tous les jours. Mais si, contrairement à la jurisprudence qui innove, qui invente, mais qui ne va pas contre le législateur, on trouve ce qu'on vient d'entendre ici. C'est-à-dire que quand nous faisons un texte clair, le juge, lui, décide de faire autre chose. Où est le contre-pouvoir qui permettrait de rétablir justement une certaine sécurité juridique, je dirais, parce que le législateur a voulu faire quelque chose. Donc moi je pose la question, c'est quoi notre démocratie aujourd'hui et où va-t-on et comment on y va? Voilà, donc c'est quelque chose de plus fondamental peut-être, encore une fois, que la jurisprudence. Merci. Bien, pour aller sur cette deuxième séquence, je crois que les transitions sont bien faites parce que là, la responsabilité, on dit le juge, le préfet et tout, ils vont pouvoir, en tous les cas, les préfets parler. Mais
moi, j'ai été saisi par des juges qui me disaient ce serait pas mal que vous évaluez les lois qui touchent à l'ensemble de lois qui se sont succédées, notamment sur le pénitentiaire et d'autres lois, peine planchée. Ensuite, il y a eu à des moments, nous, on a un problème, c'est que quand vous légiférez tous les ans sur les mêmes sujets sans évaluer les autres, ce qui a été fait avant, on a des jugements à rendre, nous appuyons sur des textes de loi qui se contredisent, qui ne disent pas la même chose. C'est rare, mais ça arrive. Bien. Donc il y a la responsabilité du législateur à légiférer probablement de façon plus claire, et de façon, disons, et c'est ce qu'on a souvent dit dans notre commission, avant de légiférer, regardez ce qui existe avant, et ça c'est notre responsabilité, pour pas que... Donc on est tous dans des responsabilités à divers titres. Monsieur Carcassonne, ça va être à vous. Alors, une des ambitions de notre commission est de passer du contrôle de la publication des textes réglementaires d'application, qui est la première démarche, au contrôle de cette application elle-même, deuxième démarche, ce qui débouche évidemment sur un travail d'évaluation, troisième démarche. On essaye de donner corps aux trois démarches du contrôle de l'application des lois. Comment concevez-vous l'articulation entre ces trois moments ? Le travail d'évaluation bute souvent sur l'absence de critères permettant de mesurer si la loi a bien répondu aux objectifs que s'était assigné le législateur en la votant. Quelles améliorations envisageriez-vous dans cette voie, par exemple, en rendant mieux exploitables les études d'impact, etc. Comment voyez-vous l'amélioration des problématiques que je viens de vous poser ? Merci, Monsieur le Président. Vous avez entendu comme moi la radio hier qu'on avait découvert un monsieur qui avait 11 grammes d'alcool dans le sang. Et je pense que la France a 11 grammes de normes dans le sang. Et que toutes les capacités d'absorption rationnelle sont largement dépassées, que n'importe quel autre pays aurait déjà fait un ictus ou une apoplexie, et que chez nous, on a l'impression qu'on continue à pouvoir en déverser comme ça. C'est une situation absolument dramatique. Je veux dire, aucune entité ne peut absorber plus de matière que sa capacité ne le lui permet. Et je pense qu'en France, la dose est très largement dépassée. Que nous vivons dans un système complètement fou aujourd'hui, où, pour diverses raisons qui ont été très bien analysées déjà, et qui le seront encore, on continue à ajouter des normes à des normes, avec une perte de sens totalement considérable. J'entendais Didier Mathus se plaindre à juste titre de ce que la norme va mal. Je le rassure, le contrôle de l'égalité va à peu près aussi mal. Mais simplement, on touche là absolument à l'absurde. On fait des normes, mais ensuite on se soucie assez peu de leur application, de leur respect, de leur exécution, ou alors on s'en remet à l'arme fatale du juge pénal qui sera là pour ramasser tous les malheureux qui auront manqué à une norme, même la plus loufoque d'entre elles. Bon, cela étant, je ne vais pas poursuivre plus longtemps sur ce long lamento qui est partagé depuis des années. Le rapport du Conseil d'État sur la loi bavarde n'est pas frais. Et pourtant, il est toujours actif. Enfin, il conserve toute son actualité. Donc, le constat n'appelle absolument pas de développement, et je ne vais pas perdre de temps dessus. Nous le connaissons tous, il est accablant, mais je crois véritablement qu'aujourd'hui, il a dépassé tout ce que l'on pouvait imaginer. Les causes, ici, je rejoins tout à fait ce que disait Alain Richard à l'instant. Je vois d'ailleurs que dans votre découpage, vous versez, si j'ose dire, M. Lallemand et M. Lasvigne dans les producteurs, mais je pense que ce sont des producteurs souvent à leur corps défendant. Ils ne sont pas les premiers producteurs de normes. Ils sont au contraire, eux, ceux sur lesquels tombe en fin de parcours l'obligation d'avoir à remplir des pages uniquement parce que d'autres ont décidé qu'il le fallait. Bon, d'où vient cette profusion de textes?
de toutes sortes de phénomènes. J'avais écit il y a quelques années que tout sujet du 20h fait virtuellement une loi. Hélas, ça se confirme quotidiennement. Il y a une fabrication de normes qui ne correspond même pas à une demande, mais à un pari sur le fait qu'une demande pourrait exister. Quand je dis que tout sujet du 20h fait virtuellement une loi, le pari, il est là. On sait très bien que la loi n'a pas vocation à régler quelque problème que ce soit, que quoi qu'écrive le législateur, un chien méchant continuera à mordre et un enfant pourra toujours se noyer dans une piscine, de même qu'un ascenseur pourra tomber, mais on fait une loi parce qu'on se dit que sinon on pourrait se faire reprocher de ne pas l'avoir faite. Qu'a fait le législateur? Qu'a fait le législateur? Donc on présuppose qu'il y a de la part de l'opinion publique une espèce de revendication législative âpre et permanente que, à ma connaissance, personne ne s'est jamais préoccupé de vérifier. Accessoirement, lorsque l'on est confronté à une demande déraisonnable de l'opinion publique, eh bien, il me semble que dans un système démocratique, la responsabilité des politiques est d'expliquer que cette demande est déraisonnable. Ce n'est pas parce que 60% des Français sont favorables à la publication du patrimoine des ministres que c'est une bonne mesure. Et je pense qu'il serait peut-être plus digne d'expliquer pourquoi c'est une mesure inepte que de dire 60% des Français sont pour, donc il faut qu'on le fasse. Bien. À partir de là, il y a cette demande collective, innommée, non identifiée, présumée, qui est déjà génératrice d'un nombre phénoménal de normes. À cette demande innommée s'ajoute la profusion de la demande nommée. Et là, je renvoie à ce que disait Alain Richard à l'instant, toutes sortes de lobbies, de contre-lobbies, voire de services administratifs qui, pour se faciliter la vie, considèrent que pour régler tel ou tel problème, ce serait bien d'avoir un article législatif, et tout ça alimente la profusion. Partant de là, quelle réponse? Sans doute parce que j'ai été nourri au lait de la Ve République, je me dis que, faute de mieux, les procédures sont quand même utiles. Les procédures sont utiles et qu'on peut souvent trouver dans des procédures des réponses que l'on ne peut pas trouver ailleurs. Les procédures sont souvent un substitut d'ailleurs extrêmement efficace ou en tout cas utile à l'atrophie de la volonté politique. Parce qu'il ne suffit pas de se tourner vers la volonté politique en disant ça n'est qu'une question de volonté, le gouvernement a qu'à faire moins de projets de loi. Oui, bon. On le sait tous, n'empêche que, comme par hasard, tous les gouvernements continuent à faire autant de projets de loi. Donc, je me dis que les procédures peuvent parfois aider à faire ce à quoi la volonté ne suffit pas. Alors, que peut-on faire du point de vue des procédures? Je crois qu'il y a des choses qui pourraient être très, très utiles. D'abord, je tiens à le dire, et ce n'est pas par flagornerie due à votre invitation, mais je considère que la commission que vous présidez est en soi un progrès considérable. Que simplement, et évidemment c'est une mine pour les enseignants-chercheurs dont je suis, simplement disposer d'instruments très précis sur la fabrication de la norme réglementaire, suivant ou ne suivant pas la fabrication de la norme législative, est déjà un enseignement très éclairant. Et lorsque l'on découvre que des lois peuvent rester 10 ans sans que les mesures d'application soient adoptées, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose d'anormal, de presque aussi anormal que quand on sait qu'une loi constitutionnelle adoptée en 2007 n'a toujours pas bénéficié de la loi organique qu'elle prévoit. Bien. Donc, en soi, le fait que des parlementaires consacrent une partie de leur temps à contrôler l'existence des mises en œuvre législatives, réglementaires, et au passage à évaluer, à commencer à évaluer la pertinence de la loi, on se dit déjà qu'un premier progrès est fait. Si j'étais méchant, je dirais que le progrès est double. D'une part, on acquiert des connaissances supplémentaires, et d'autre part, le temps qu'il consacre à ça, il ne le consacre pas à légiférer, c'est toujours ça de gagner. Malheureusement, d'autres le font à leur place. Le rêve absolu à mes yeux, mais ça c'est un fantasme et il faut vraiment être un universitaire pour y songer, ce serait qu'un jour un président de la République ait le courage de déclarer un moratoire législatif d'1 an. Pendant 1 an, on ne fait pas de loi. Vous vous rendez compte que ce serait merveilleux? Je ne suis pas sûr que le pays irait plus mal, je pense en revanche qu'il pourrait éventuellement aller sensiblement mieux et je n'exclus même pas que beaucoup de Français applaudissent à cette idée. Mais plus sérieusement, j'ai fondé, comme beaucoup, de grands espoirs sur les études d'impact, mais je trouve, et je l'ai dit à l'époque, que la révision de 2008, si elle présente à mes yeux de très très grandes vertus, a néanmoins souffert de ce qu'un certain nombre de demi-mesures ont été adoptées à l'égard de mesures dont le principe était excellent.
Je vais donner deux exemples. Le délai minimum qui doit séparer le dépôt d'un projet du début de sa discussion. Bien, au comité Balladur, moi j'avais commencé par proposer 3 mois, on m'a dit non, c'est quand même excessif, on était arrivé à 2. Bon, finalement, dans le projet et à la demande du gouvernement, c'est devenu 6 semaines. C'est mieux que rien. Enfin, 6 semaines, franchement, ça aurait été 8 ou 2 ou 3 mois, ça n'aurait fait de mal à personne. Mais on a ajouté que, évidemment, ce délai ne s'appliquait pas si le texte était déclaré, faisait l'objet de la procédure accélérée. Le résultat, qui était prévisible, s'est produit. Depuis le début de cette législature, il n'y a pratiquement eu, il y a eu un petit changement récent, il n'y a eu au début que des textes soumis à la procédure accélérée. Que des textes soumis à la procédure accélérée. Ce qui fait que le remède s'est révélé pire que le mal, uniquement parce que le remède a été mal conçu. Le délai minimum me paraissait une excellente idée. J'avais fait une proposition dont je reconnais qu'elle était un peu novatrice, mais dont je persiste à penser qu'elle est frappée au coin du bon sens, qui consistait à dire que il ne pouvait être on ne pouvait éviter ce délai minimal qu'avec l'accord de l'opposition. Et je suis désolé de dire que ça me paraît beaucoup plus raisonnable. Jamais l'opposition ne s'opposera à l'urgence d'un texte véritablement urgent, jamais le gouvernement ne demandera à l'opposition d'accepter l'urgence d'un texte s'il n'est pas urgent. Bien. Et je trouve que ce serait un pouvoir qui serait bien mieux placé entre les mains de l'opposition qu'entre les mains, comme c'est le cas aujourd'hui, des conférences des présidents qui évidemment n'en ont jamais fait usage et n'en feront jamais usage, même si une fois elles ont menacé qu'elles pourraient éventuellement le faire. Le délai minimum, à condition qu'il soit suffisamment long entre le dépôt et l'examen, permet de faire quelque chose qui est effectivement assez fruste, qui consiste à réfléchir à l'utilité de la loi. Évidemment, c'est passé de mode. Mais quand même, on peut penser que ça ne manque pas tout à fait d'utilité. Le deuxième exemple, qui est d'ailleurs directement lié à celui-ci, c'est l'étude d'impact. Comme je l'ai dit, je nourrissais beaucoup d'espoir pour l'étude d'impact, et je pense d'ailleurs que les études d'impact ont d'ores et déjà rendu des services réels, même s'ils sont encore assez loin, selon moi, de ceux qu'ils pourraient apporter. Le rêve que je nourris de la bonne discussion législative serait celle qui, précisément, aurait comme objet de commencer par une discussion sur l'étude d'impact, et pas sur la loi, pas sur le projet. C'est le système qui marche, somme toute, assez bien en Grande-Bretagne avec le système des livres blancs, livres verts et tout ça, mais on commence par parler de l'étude d'impact. Voilà. Il y a un problème. Quelles sont les données du problème? Mettons-nous d'accord sur les faits. Envisageons ensuite les remèdes. Et enfin, si ces remèdes passent par la loi, quel type de loi faut-il faire? C'est-à-dire exactement le contenu de l'étude d'impact. Je suis convaincu que tout changerait dans la fabrication des normes si l'on pouvait imaginer, c'est très facile à imaginer, mais si l'on pouvait mettre en œuvre une procédure dans laquelle on commençait par avoir une sorte de discussion générale sur l'étude d'impact, une fois encore, pas sur le projet de loi, et puis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard, 1 mois plus tard, peu importe, on commence, éclairé par cette discussion générale, l'examen du projet de loi. Je gage qu'un nombre très substantiel de projets de loi ne verrait plus le jour, disparaîtrait, ou en tout cas serait modifié de manière sans doute beaucoup plus éclairée qu'ils ne sont aujourd'hui. De sorte que tout le reste de la question que vous m'avez posée, Monsieur le Président, s'en déduit. Lorsque vous dites à juste titre qu'il faut s'intéresser, et vous le faites, à la sortie des textes réglementaires, mais ensuite à la performance de la loi, eh bien, tout devient beaucoup plus simple, parce que la performance de la loi sera là jugée sur des critères extrêmement clairs, ce qu'une véritable discussion sur l'étude d'impact aura permis d'identifier. C'est cette discussion elle-même qui dira voilà ce que seront les critères de la réussite. À partir du moment où les critères de la réussite, les critères de la performance législative seront discutés contradictoirement et déterminés, le travail d'évaluation ex post s'en trouve extraordinairement facilité, extraordinairement clarifié, au lieu que, comme chacun sait, on fait des lois dans la précipitation, donc on les fait mal, on s'avise qu'elles sont mal faites, donc on les refait dans la précipitation, donc on les refait mal, et ainsi le serpent se serre la queue, et on atteint les 11 grammes auxquels nous sommes déjà situés. Merci. Exemple, avant presque d'école, qui m'est posé aujourd'hui, nous avons fait une évaluation, un rapport sur la loi LRU.
concernant les universités. Arrive une nouvelle loi. J'ai demandé, bien entendu, que soit inscrite à l'ordre du jour le rapport, qui est excellent, avant. On me dit, mais ça va se percuter, c'est les mêmes débats. Donc, mais quel sens ça aurait de discuter de la loi précédente après la loi que nous allons élaborer donc le fait même qu'on puisse poser la question montre encore que la question d'évaluation avant sur les lois qui régissent l'université, avant de relégiférer sur l'université, on considère que c'est inutile. En tous les cas, des questions d'agenda peuvent primer sur ce bon sens-là, et on essaye dans cette commission d'alimenter une autre culture, celle de l'exigence du contrôle de l'application. Alors, pour cela, j'ai voulu que notre débat soit éclairé aussi par les expériences ailleurs, qu'on regarde en dehors de nos frontières sur la question de l'application des lois, car il y a des expériences très diverses et en même temps des cultures politiques où c'est au cœur. Vous disposez, Madame Céline Kaufmann, de données comparatives sur le thème de l'application des lois dans différents pays de l'OCDE, comparables à la France. Y a-t-il une typologie générale des problèmes qu'elle soulève et de la manière dont les pouvoirs publics y répondent? Et puis, aux yeux des grandes organisations internationales, la qualité du droit est surtout un instrument de compétitivité et d'attractivité économique. C'est souvent comme ça que c'est abordé. Existe-t-il un classement international dans ce domaine? Et s'il n'y en a pas, où placeriez-vous la France par rapport à ses grands partenaires de l'Union européenne? Question très facile. Mais merci, Monsieur le Président. Merci aussi à Nathalie Tilliol et aux organisateurs pour cette opportunité de présenter le travail de l'OCDE. Effectivement, ce que je vais faire, c'est vous donner un peu la perspective internationale sur ce sujet. Non seulement la perspective internationale, mais étant une économiste et pas une juriste, une perspective qui englobe les aspects économiques. Donc, moi, je travaille au sein de la division de la politique réglementaire de l'OCDE, qui sert le comité de la politique réglementaire, donc un comité qui rassemble les 34 pays de l'OCDE et dont le mandat est de développer des outils, de collecter des bonnes pratiques en soutien à une bonne gouvernance, une bonne politique réglementaire. Donc je vais vous en donner un peu les leçons apprises en 10 minutes assez rapidement. D'abord, je voudrais commencer par 3 points qui sont clés, qui sont à la fois des présupposés à ce travail du comité, mais aussi des grandes leçons de ce travail. Le premier étant que, évidemment, il est possible d'atteindre les objectifs que se fixent les politiques publiques, objectifs sociaux, économiques, environnementaux, à un coût moindre, en légiférant mieux, en améliorant le processus de production des normes et le processus réglementaire. Et c'est évidemment la base de notre travail, qui est un accent mis essentiellement sur la qualité de ce processus de production des lois, beaucoup plus sur la quantité des lois qui peuvent en sortir au bout. Cela demande, deuxième point, une vision stratégique et globale du cycle de la gouvernance réglementaire. Et là, pour nous, et pour les pays en général, ça veut dire 3 choses. Vision stratégique et globale, ça veut dire de l'application des lois, ça veut dire non seulement regarder le flux de production de normes, mais ça veut dire aussi gérer le stock de ces normes. Et les deux vont ensemble. Deuxièmement, approche globale, ça veut dire avoir une approche globale du cycle de la production des lois, de la production même des lois jusqu'à leur mise en œuvre et leur révision. Donc c'est une approche vraiment très, très globale. Et troisièmement, et de façon très importante, et ça a déjà été soulevé, une approche globale pour nous, ça veut dire pas seulement une approche juridique de la loi, mais une approche en termes d'impact sur la société, donc impact économique, sociaux et environnementaux. Et pour cela, ces points-là et ces objectifs des pays se sont traduits très concrètement dans les pays de l'OCDE par la mise en place d'une certaine architecture institutionnelle pour favoriser cette approche globale et la rendre beaucoup plus automatique. Mais aussi, ça s'est traduit par l'adoption d'un certain nombre d'outils
de gestion de la régulation. On en a parlé déjà d'un qui est les études d'impact, et je vais revenir sur ça, mais il y a d'autres outils de consultation, de transparence, etc. sur les normes, et qui sont des outils dans les mains du pouvoir exécutif, notamment, pour améliorer le système réglementaire. En termes d'architecture institutionnelle, ce que l'on a vu dans les pays de l'OCDE dernièrement, disons dans les 20 dernières années, c'est la mise en place d'un organisme de supervision de la politique réglementaire et de la gouvernance réglementaire au sein de l'exécutif en général. Ça a commencé aux États-Unis par la mise en place de ce qu'on appelle OIRA, qui est Office of Information and Regulatory Affairs, au sein de OMB, Office of Management and Budget, qui était vraiment au centre du gouvernement et a un mandat très clair en soutien à la politique réglementaire. Et aujourd'hui, on voit ce mécanisme-là qui s'est développé dans tous les pays de l'OCDE. En France, l'équivalent serait probablement le secrétariat général au gouvernement, qui jouerait ce rôle-là. Mais ce qu'on voit plus récemment, et qui a une tendance en train de se développer depuis, disons, 5-6 ans, c'est le développement d'institutions indépendantes de l'exécutif, mandatées par l'exécutif, et qui fait un retour sur la politique réglementaire, et notamment sur la façon dont l'exécutif effectue ses évaluations d'impact. C'est le cas notamment en Allemagne, mais c'est aussi le cas au Royaume-Uni, en République tchèque. En Allemagne, ça s'appelle le Conseil de contrôle réglementaire, qui a été notamment établi en 2006, et qui reçoit les projets de loi des ministères et qui détermine si l'évaluation des coûts et les choix de mesures qui ont été prises sont appropriées au regard des objectifs de politique publique et au regard des ressources disponibles. La dernière institution que je voudrais mentionner, parce que c'est une institution clé en Australie, c'est la Productivity Commission, qui est de nouveau une institution indépendante, mandatée par le gouvernement, pour faire un retour non pas sur des projets de loi particuliers, mais sur la politique réglementaire générale du gouvernement, de façon tout à fait indépendante. Après, le gouvernement met en œuvre ou ne met pas en œuvre, mais tous les rapports de la Productivity Commission sont publics, sont en ligne, et elle fait des retours sur la politique réglementaire ou sur des réformes réglementaires particulières. Ça, c'est le premier point, une architecture institutionnelle qui se met en place dans les pays de l'OCDE. Le deuxième point, c'est en plus de cet arsenal institutionnel depuis une vingtaine d'années, les pays se sont évidemment dotés d'outils de gestion réglementaire. La panoplie de ces outils est large, allant des mécanismes de consultation aux analyses d'impact ex ante et ex post. Ce que l'on voit sur les analyses d'impact, et on a commencé cette discussion-là, c'est que dans la plupart des pays de l'OCDE, ça reste un exercice largement formel, ce qu'on appelle un exercice de tick the box, pour montrer qu'il a été fait, mais qui ne va pas forcément dans les détails et en profondeur. Et une preuve de cela, c'est que à peine la moitié des pays de l'OCDE, donc en gros vous avez tous les pays de l'OCDE, les 34 qui ont adopté ces évaluations d'impact. Il y a à peine la moitié qui fait un retour sur le fait que cette évaluation d'impact a suivi ou non les critères d'élaboration de ces évaluations d'impact. Et vous avez seulement 4 ou 5 pays qui regardent si effectivement l'analyse d'impact a un impact sur la façon dont la loi est déterminée in fine. 4 ou 5 pays sur 34, ce n'est pas énorme. Alors, quels sont les principes clés pour ces évaluations d'impact, pour lesquels les pays ont en général développé des principes directeurs? Vous avez un exemple qui est celui de la Commission européenne, qui vient juste de mettre à jour et qui pour nous est un modèle. Les principes clés, c'est évidemment qu'il y ait une vraie analyse coût-bénéfice du projet de la loi à venir, de la réglementation. Deuxième point important, c'est que les alternatives à la loi soient considérées de façon sérieuse. Et donc ça implique évidemment que cette évaluation soit faite en amont,
très en amont, parce que si la loi a déjà été annoncée comme étant une loi, de toute façon, les alternatives qui auraient pu être trouvées sont discréditées par nature. Et le troisième bon principe, disons bonne pratique, c'est souvent l'adoption de seuils. On ne peut pas traiter tous les projets de loi de la même façon en termes d'évaluation. Et souvent, les pays ont adopté un seuil, soit quantitatif, comme les États-Unis, qui font des évaluations en profondeur seulement pour les lois qui entraînent plus de 100 millions de dollars d'impact en termes de coûts ou de bénéfices, mais d'autres pays ont des seuils qui sont un mélange qualitatif et quantitatif, comme c'est le cas au Royaume-Uni. La deuxième chose très importante, c'est, et on a commencé aussi à en parler, c'est la prise en compte de la mise en œuvre, effectivement, dès la production réglementaire. Et dans ce domaine, il y a un pays qui a été novateur, et ce sont les Pays-Bas, qui ont, par le biais de ce qu'ils ont appelé le Practicability Enforcement Impact Assessment, intégré dès l'évaluation d'impact, les impacts en termes est-ce applicable, à quel coût, sous quelles conditions. Donc dès l'évaluation d'impact, vous avez cet exercice de regarder l'application de la loi, qui est une vérification de réalité, de réalisme assez forte. Quel est le rôle du Parlement? Je finirai sur ça. Quel est le rôle du Parlement dans cette chaîne de gouvernance réglementaire? Alors, le Parlement a évidemment un rôle essentiel à jouer pour s'assurer de la qualité des évaluations ex-ante, ce que nous on appelle les RIA. Et pour cela, un exemple intéressant qui a déjà été mentionné, c'est l'exemple de la Scrutiny Unit au Royaume-Uni, qui a le pouvoir effectivement de réagir très fortement sur les évaluations d'impact qui sont soumises au Parlement et qui a aussi le pouvoir de demander des informations supplémentaires au cas où ces évaluations seraient incomplètes. C'est une unité, un service technique établi au sein du Parlement qui a cette vocation-là. Le Parlement, dans les pays de l'OCDE, a aussi très souvent un rôle important à jouer et surtout, en général, un rôle à jouer sur tout ce qui est évaluation ex post et donc évaluation de la mise en œuvre des lois et de leurs impacts. Et sur ça, on est en train de commencer à travailler avec un certain nombre de parlements. Nos clients habituels sont en général les pouvoirs exécutifs, les ministères, mais là on est en train de commencer à travailler avec les parlements et notamment à regarder ces unités parlementaires qui sont en train de se développer, qui ont en charge l'évaluation ex post de l'application des lois, comme vous avez par exemple le cas en Suisse avec le contrôle parlementaire de l'administration, comme vous avez de nouveau au Royaume-Uni, ou vous avez aussi en Suède, qui est une unité d'évaluation et de recherche. Pour l'instant, très honnêtement, les mandats, les structures de gouvernance et institutionnelles de ces différentes unités sont vraiment très diverses. C'est souvent des unités petites. La plus grosse pour l'instant que l'on connaît, c'est justement la Scrutiny Unit au Royaume-Uni, qui fait à peu près 20 personnes. Ce qui se dégage très fortement, c'est deux choses. Déjà, l'indépendance de ces unités au sein du Parlement. Ce sont des unités techniques dont les membres doivent être neutres politiquement, ont une obligation, disons, d'impartialité. Et la deuxième grande leçon de ce que l'on peut tirer, c'est le fait que, quoi qu'il arrive, ces unités n'auront jamais suffisamment de ressources pour couvrir le champ très vaste de l'évaluation. Et donc ce que l'on voit, c'est qu'elle, évidemment, s'associe avec des bureaux de recherche, avec potentiellement les organismes d'audit pour faire ces évaluations et que tout n'est pas intégré au sein du Parlement. Je m'arrêterai là. Merci. Je vais proposer tout de suite que on ait la discussion générale après les interventions du préfet et monsieur le secrétaire général. Parce que là, vous avez fait une très bonne transition parce qu'on était sur l'application de la loi. Mais le problème qui s'est posé à chaque fois, c'est que nous, si nous avons créé cette commission au sein du Sénat, c'est que nous avons
pris encore plus qu'avant au pied de la lettre ce qu'il y a dans la Constitution et dans la modification même constitutionnelle, c'est que le législateur fait la loi et contrôle l'exécutif. Et le problème, c'est que toutes les évaluations, les études d'impact, tout ce dont on parle de concret est fait par l'exécutif, est commandé par l'exécutif. Donc c'est l'exécutif qui commande le contrôle. Et nous n'avons pas, nous, aujourd'hui, les moyens autonomes du Parlement, ni les 20 dont vous parlez, ni les capacités de commande d'études extérieures à la hauteur. Je ne dis pas que nous n'avons rien, puisqu'on travaille. Mais en tous les cas, nous n'avons pas les moyens, en tous les cas, qu'il peut y avoir dans la démocratie américaine, pour que le Parlement puisse contrôler l'exécutif tel qu'on pourrait le souhaiter. Voilà, donc j'introduis cela, qui est souvent venu en débat. J'ai même un sénateur qui a démissionné de cette commission dans une lettre où il me disait ça. C'est pas bien de démissionner d'un combat, mais en tous les cas, le sujet est là. C'est que nous sommes dans un exercice qui est plus de révélateur, faire que les commissions sur le fond jouent aussi ce rôle, parce que c'est leur rôle, mais il y a aujourd'hui un vrai sujet. Si on veut évaluer, comme on le fait à chaque fois, on a fait 10 évaluations de loi au moins aujourd'hui, avec des moyens autonomes, le fait même de pouvoir commander une étude viderait le budget de ma commission en un coup. Il n'y aurait pas 10 évaluations. Voilà. Donc c'est un sujet que je mets aussi sur la table. Mais on va tout de suite écouter Monsieur le préfet Didier Lallement, secrétaire général du ministère de l'Intérieur, et il y aura une conclusion pour les intervenants. Après, il y aura un échange de M. Lavitz. À vous. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, effectivement, vous m'avez invité au titre producteur de normes. Alors, j'imagine que votre invitation concerne, en règle générale, les administrations que vous me faites l'honneur de représenter ici, en compagnie de Serge Lasvigne. D'une façon peut-être plus générale, les ministères. Alors, sommes-nous des producteurs de normes ? Oui, à l'évidence, encore que j'observe que les stratégies ministérielles sont très différentes les unes des autres. J'ai connu des ministères faibles qui avaient des stratégies de production de la norme, dites de contournement par rapport au niveau national, s'adressant au niveau communautaire pour que reviennent par l'intermédiaire de directives ou de règlements des normes encadrant elles-mêmes et contournant ainsi le législateur, encadrant l'ensemble des dispositifs. Je ne citerai pas des ministères, mais j'ai contribué à la création d'un ministère un peu plus vaste sur la base d'un petit morceau de ministère qui avait cette stratégie. Il y a d'autres ministères qui ont des stratégies du fort au fort plutôt que d'avoir du faible au fort. Je parlais de l'écologie, pour que les choses... Je l'ai dit très discrètement et hors micro, bien évidemment. Il y a d'autres ministères qui ont des stratégies de fort au fort, comme le ministère de l'Intérieur, qui finalement, hors sa partie collectivité locale, produit assez peu de textes. Alors on produit en matière électorale, bien évidemment, sur un certain nombre de sujets, en matière de programmation, mais n'a pas la dimension productrice qu'ont un certain nombre d'autres ministères, du moins en direction du Parlement, même si on s'aperçoit que l'administration elle-même est productrice de normes envers elle-même. On avait recensé avec Serge Lasvigne qu'à peu près, les préfets devaient recevoir à peu près 80 000 pages par an de circulaires, c'est-à-dire d'instructions internes de l'administration, commentant l'ensemble des normes et à cette occasion en créant un certain nombre d'autres. On n'est d'ailleurs jamais très bien arrivé à hiérarchiser la production de circulaires. On l'avait envisagé entre les importantes, les un peu moins, les pas du tout. Mais en fait, le système est tel que l'enthousiasme des chefs de bureau, en passant par les sous-directeurs et quelquefois les directeurs, fait que chacun produit. D'ailleurs, les circulaires ont aujourd'hui une autre traduction, par l'intermédiaire des mails. On s'aperçoit qu'il y a ce caractère normatif qui se fait par cet intermédiaire-là. Et donc, nous produisons beaucoup de normes. Alors, pour quelles raisons fondamentales, puisque c'était un peu ce sur quoi vous vous interrogez aujourd'hui? D'abord, la raison politique a été évoquée tout à l'heure. Souvent, les ministres demandent leur loi. J'ai rarement rencontré de ministre qui soit très très précis sur la nature de leur loi, mais souvent ils demandaient des lois. Certains même étant totalement imprécis sur la loi. Je ne vais pas donner de nom ici, mais ayant été directeur de centrale au début de plusieurs législatures, j'ai observé qu'il y avait des commandes qui n'étaient pas forcément totalement finalisées. Et là, ça dépend à qui s'adresse le ministre. Quelques administrations sont porteuses d'une doctrine
extrêmement fortes et produisent systématiquement le même texte. J'ai été DGCL, je peux vous dire qu'il y a une constante dans la DGCL de production des textes. Et on retrouve, au fur et à mesure de la promulgation des lois, un peu toujours le même texte. Dans le passé, parce que j'étais DGCL il y a longtemps, heureusement tout ça a totalement changé et les lois de décentralisation qui vont être proposées n'ont absolument rien à voir avec tout ça. Mais quelquefois les administrations sont assez molles en termes de doctrine et ne savent pas très bien. Donc s'adressent à leur clientèle. Et la clientèle, c'est tous ceux qui, de près ou de loin, ont quelque chose à voir avec l'administration et demandent l'établissement d'une norme. Je vous cite par exemple le conflit qu'on a eu très récemment des taxis. Taxi demandait que des normes soient appliquées à un certain nombre de personnes qui exercent une profession à peu près similaire, mais sans avoir la licence de taxi, et demandait donc l'établissement des normes. À l'encontre de normes, à l'encontre de cette profession, leur permettant de garantir leur avantage concurrentiel, et du coup demandant à l'administration, par l'intermédiaire de ses services de police, de vérifier l'application de la norme. C'est extrêmement lourd. Mais, comme c'était dit tout à l'heure, il y a la force d'une proposition, on sait très précisément d'où elle vient, elle ne tombe pas, comme c'était dit tout à l'heure, du ciel, et il y a une véritable motivation dans l'obtention de ce dispositif. Et donc là, quelquefois, les administrations s'imbibent de ces revendications et les reroutent en quelque sorte par l'intermédiaire des textes. Voilà pour ce forum consacré à l'application des lois. Si vous souhaitez le revoir, notre site internet publicsénat.fr. À suivre l'émission politique de la rédaction de Public Sénat, preuve par 3, qui reçoit ce soir le sénateur du Cantal et président du groupe RDSE ici au Sénat, Jacques Mézard. Bonne soirée à tous.